J'accueille sur cette magnifique scène grenobloise une femme inspirante et que j'espère inspirer en fin de matinée. Merci d'applaudir Laetitia Tissot-Bonvallon, qui est quelque part. Merci Laetitia. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Laetitia, après 19 ans chez Salomon, tu es aujourd'hui directrice marketing et innovation Serre France des Savoies. Tu es aussi responsable pédagogique des licences Pro IUT au SV Academy et monitrice de ski. Tu dors de temps en temps ou non, comment ça se passe? T'as un micro à ta côté. Bonjour à tous. Le thème de ta table ronde est pleine de promesses, savoir se réinventer, la vision d'entrepreneur emblématique. Et pour ça, je demande à des entrepreneurs de nous rejoindre et pas des moindres. Paul Petzel, le PDG du groupe Petzel, Jean-Luc Diard, le fondateur de Oka, et Olivier Cantet, le PDG de Moustache Bike. Merci de rejoindre la scène. Messieurs, madame, je vous laisse la main. Vous avez un petit peu plus d'une heure pour répondre à cette problématique. Savoir se réinventer, la vision d'entrepreneurs emblématiques. Comme vous voulez. Merci Pierre. Alors bonjour à tous. Bien qu'il n'existe pas d'études publiques donnant un décompte exact des innovations dans le secteur de l'outdoor, à l'échelle mondiale, on voit des indicateurs clairs du dynamisme dans ce domaine. 2 millions de brevets en 2023, 1 million de demandes de design industriel. Donc sur la base de ces tendances, on voit que quelques milliers d'innovations significatives émergent chaque année dans l'outdoor. Nouveaux produits, matériaux, technologies, ajustements. Voilà, donc c'est notre sujet aujourd'hui. Et donc, bonjour à tous les trois, Jean-Luc, Paul, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? Et la première question que j'aurais pour vous est vision et innovation. Qui nourrit qui? Est-ce que c'est la vision qui inspire l'innovation ou l'innovation qui amène à redéfinir la vision? On va commencer par toi, Jean-Luc. Celui-là? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Luc Diard, j'ai été président du groupe Salomon pendant 10 ans. Ensuite, j'ai été senior vice-président du groupe Technica. Puis j'ai fondé avec Nicolas Mermoux la marque de chaussures de running Oka. Et depuis quelques années, je suis vice-président de l'innovation pour le groupe Deckers, qui est le groupe qui est désormais propriétaire de Oka et qui a aussi la marque Hug ou la marque Teva. Bon, eh bien, bonjour, merci d'avoir été invité à cette table ronde sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'innovation. Et moi, je connais Petzel, j'ai fait que ça toute ma vie, depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait des petites études, j'ai fait un DUT de mécanique. Et puis ensuite, j'ai repris avec mon frère une petite entreprise artisanale de une personne, et pour arriver à aujourd'hui à une société qui a 1400 personnes, vous voyez, qui exporte 85% dans le monde. Vous parliez des brevets, à peu près 1000 brevets actifs sur un chiffre d'affaires à peu près de 300 millions et dans les activités de l'outdoor et professionnel, dans la verticalité et les éclairages. À toi, Olivier. Oh. Oh, tu le jettes? Non, pas tout à fait, pas encore. On va le recycler. Olivier Cantet, moi je suis président de Moustache Bike, mais à la différence de Paul, qui lui est un constructeur de cathédrales, moi je suis un nomade, donc j'ai eu la chance de diriger plein de très très belles marques dans des horizons très différents. Que ça soit Millet et le groupe La Fuma pendant 5 ans, Rip Curl pendant 10 ans au niveau surf et international, Oakley en Europe. J'ai fait des passages aussi dans la distribution, magasin, site internet. Voilà, et puis je dirige Moustache depuis 4 ans et je dirais que moi mon ADN, c'est d'avoir accompagné des entreprises qui en étaient à leur 2e génération d'inventeurs et de créateurs. Et donc le sujet de comment se réinventer, il n'était pas forcément personnel, mais il était aussi énormément sur les entreprises, sur les structures, comment est-ce qu'on arrive à garder la flamme et à garder le goût du risque pour se réinventer quand on commence à avoir une entreprise un peu plus installée.
Alors, je répète ma question. À votre avis, qui nourrit qui? Est-ce que c'est la vision qui inspire l'innovation ou l'innovation qui amène à redéfinir la vision? Alors Laetitia, je peux peut-être te faire la transition, parce que c'est un peu, quelque part, ma réponse va être un peu ce que moi j'ai pu expérimenter. Je pense que quand on crée, une entreprise, c'est parfois l'innovation qui déclenche une idée, une envie et qui amène à définir une mission. C'est clairement ce qui s'est passé avec Moustache Bike, avec Greg et Manu, qui ont vu l'opportunité, qui sont montés sur un vélo avec un moteur électrique au tout début. Ça marchait très très mal et pourtant c'était juste une expérience extraordinaire. Ils ont fait 1 heure de vélo avec ce prototype qui avait que des problèmes, mais pour autant ils sont redescendus avec un sourire immense en se disant mais c'est génial, on va pouvoir ouvrir l'usage du vélo à plein de gens et amener énormément de plaisir. Et je pense que c'est ça qui a défini leur vision. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vision, on reste quand même assez clair. Je pense qu'il ne faut pas trop en démordre. On peut remettre en cause peut-être la mission, mais en tout cas, la vision, elle est bien définie et c'est celle maintenant qui va nourrir les prochaines générations en termes d'innovation. Après, je te passerai la parole, Paul. Je crois qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau d'une vision d'entreprise au sens large, et ça, c'est le point de départ, et ça, c'est la vision long terme. C'est un travail que toute entreprise, à un moment donné, se doit de faire, ou que tout créateur doit aussi se faire au départ. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est quoi ma vision mission? Et de quoi est-ce que je veux être fier à un horizon très lointain? Ensuite, on descend ça à un niveau de projet. Et dans ce projet, quand on commence un projet, là aussi c'est pareil, le point de départ, c'est un niveau d'ambition qui est lié à une certaine vision, qui est assez extrême, mais j'en parlerai plus tard. Et l'innovation, à ce moment-là, est le moyen d'aller vers ce sujet-là. Une fois que l'innovation est en place et qu'elle commence à porter ses fruits, elle a une incidence sur des parcours d'entreprise, parce que tel secteur ou tel secteur va se développer un petit peu plus vite, et ça amène à réajuster parfois un certain cadre d'entreprise. Mais fondamentalement, le point de départ, c'est une vision très long terme d'entreprise, une vision de projet, l'innovation, et puis après on reboucle la boucle. Donc je ne vais pas reprendre un peu ce que tu as dit, Olivier, c'est tout à fait ça. Enfin, pour moi, la vision, elle s'est construite dans le temps. Elle s'est construite à partir d'innovations qui étaient au départ la passion de la spéléologie, et à travers des ruptures dans les innovations que nous avons faites, progressivement, elle s'est installée. Je dois dire que la vision, en fait, elle se nourrit sur, avant tout, de la raison d'être de l'entreprise. Pour Petzl, par exemple, la raison d'être, c'est comment rendre plus sûre la progression dans les environnements périlleux. Et ce que je voulais dire, c'est que la raison d'être, ce n'est pas un simple ajout, hein, c'est essentiel pour canaliser toutes les développements de l'entreprise qu'on veut développer et qui fait partie de la vision, comme je disais, qui se construit dans le temps. Merci, Paul. Donc, je vais enchaîner en disant, est-ce que vous auriez des exemples d'innovation porteuse de votre vision où on voit que la vision se transforme concrètement en innovation? Qui veut commencer? Bon, allez, c'est pour moi. Alors, derrière la vision, derrière la raison d'être, il y a une chose très importante, c'est la promesse client. La promesse client, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour rendre cohérent toutes les actions dans l'entreprise au niveau des équipes, au niveau des clients, au niveau des utilisateurs et surtout des employés. Et en fait, lorsque vous avez réussi à poser la vision, poser la promesse client, eh bien, c'est à partir de l'usage que l'on peut créer des produits et des produits innovants. Nous, Petzl, on a toujours été organisé qu'à travers l'usage, c'est-à-dire connaissance de ce qu'on fait avec nos produits. La plupart des employés de la R&D chez nous sont vraiment des fanas, des passionnés par l'activité. Et donc, vous posiez la question de
quelles sont les grandes transformations, grandes évolutions au niveau des produits que nous avons faits. C'est par exemple la première frontale chez Petzl. Ça date de 71, ça paraît tout simple. Moi j'étais au service militaire, je dormais dans les igloos et pour s'éclairer, il n'y avait rien qui marchait vraiment bien et jusqu'à ce que voilà, je dis tiens on va faire ça et puis voilà c'est parti. Et là, ça a créé une vision de l'éclairage, on va dire. Les premières lampes à LED aussi, quand on a vu l'arrivée des... Nous, on avait des ampoules avec des piles plates, vous voyez le début, comment ça s'est passé. Quand on a vu les premières LED, on a dit, tac, on devient plus petit, on devient plus léger, paf, on fait la première lampe à LED. Des systèmes d'assurance pour l'escalade, quand on voit les points de pour ceux qui ont pratiqué un peu l'escalade il y a quelques années, il y a plus de 25 ans, on assurait le grimpeur de tête avec un 8. Et nous, on se dit, mais c'est pas possible, c'est confier sa vie à quelqu'un comme ça, il faut qu'on trouve, entre guillemets, une ceinture de sécurité. On invente le gris-gris. Et puis ensuite, on fait évoluer ce fameux produit qui est devenu emblématique, qui est tracteur chez Petzl. Maintenant, on est passé sur ce qu'on appelle le Neox, qui est encore un appareil qui est aussi très, très innovant, non pas dans la façon dont il est conçu, mais sur le fait qu'une grande étape au niveau de la sécurité de l'assureur, c'est-à-dire de ne pas faire de bêtises avec le produit. Voilà, quand on a fait lorsque l'escalade en glace a commencé à changer la pente, on commençait à grimper en glace en sachant qu'à l'envers, il n'y a pas de glace. Donc ce qu'on appelle le dry tooling, on a fait les premiers piolets pour grimper à la fois sur la glace et en dévers. Dans les travaux en hauteur aussi, on a imaginé les premiers, puisqu'à l'époque, rien n'existait, la corde n'était pas utilisée, mais dès qu'on a pu arriver à travers, faire comprendre l'intérêt de la corde dans le monde, dans l'équipement de protection individuelle, eh bien, on a conçu le premier harnais qui s'appelait le Navarro, et qui apportait de la légèreté, de la facilité de se déplacer, de se mouvoir. Voilà, quelques exemples qui ont été pour nous des grandes ruptures. Alors, si je reste dans l'univers du vélo, donc la vision de Moustache, c'est vraiment d'ouvrir l'usage du vélo. Donc, quelque part, ça ne veut pas dire avoir des meilleurs vélos. C'est vraiment d'ouvrir l'usage. Alors, ça peut être ouvrir l'usage parce que c'est des nouvelles pratiques. Et je pense que là, Jean-Luc pourra nous parler de son expérience, de vraiment créer une pratique qui n'existait pas avant. Mais ça peut être aussi d'ouvrir l'usage du vélo à un nouveau public dont on ne s'intéressait pas forcément. Et la magie du vélo électrique, c'est de permettre à des gens qui faisaient du vélo, mais qui n'en font plus, ou qui trouvent ça un peu trop dur, ou qui sont plus en forme, de revenir sur un vélo, de profiter d'une assistance. Et un des éléments qui est rapidement arrivé, c'est que tous les vélos, classiquement, ils ont un cadre fermé. Donc, pour monter dessus, il faut un peu de souplesse de hanche. Quand il faut descendre et que le vélo est chargé, c'est assez compliqué. Et donc, littéralement, Moustache s'est aussi attelé à avoir et à imposer sur quasiment toutes les catégories des cadres ouverts, donc sur lesquels l'enjambement est plus bas, mais qui aient les mêmes qualités de rigidité, de précision, de stabilité qu'un cadre fermé. Parce que si on voulait réellement ouvrir l'usage du vélo à des nouveaux pratiquants, il fallait aussi ouvrir le cadre du vélo pour que ces nouveaux usagers puissent en profiter. Je vais prendre l'exemple de la petite marque de running. Donc, d'où est-ce que c'est parti et quel a été un petit peu le cheminement. Le premier constat, tout simple, c'était déjà que dans l'univers du sport, le marché du running, le plus gros marché, les grandes marques, Nike, Adidas et autres. Et paradoxalement, le sport à la fois le plus chiant pour les personnes, en général, le sport que tout le monde abandonne, le sport dans lequel tout le monde se fait mal. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est toujours lié à des expériences qui sont personnelles, et de se rendre compte que nous, on faisait beaucoup de raids d'aventure, c'était le pré-trail running, que les montées, c'était bien, puis les descentes, c'était vraiment un problème. Alors que dans tous les sports, je dirais, de gravité, on adore la descente. On adore aller très vite en descente, et venant aussi de l'univers du ski, de la glisse, de manière générale,
le sport, ça tapait là, en descente. Et donc c'était bien plus difficile d'enchaîner d'autres de longues distances et de longues montées par la suite. Puis ensuite, c'est un regard qui est beaucoup plus large. C'est un regard où il faut toujours regarder dans d'autres domaines qu'est-ce qui se passe. Et dans d'autres domaines, tous les produits avaient évolué. Et ils avaient évolué globalement avec un principe général qui était des produits qui étaient plus larges, plus oversize, et des produits qui étaient en même temps beaucoup plus légers. Et les chaussures de running, elles, c'était les mêmes, exactement les mêmes, depuis des années et des années et des années. Donc à partir de là, on commence à se poser un petit peu de questions, mais pourquoi, comment, etc., qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est de là que naît une certaine vision. Donc la première des choses, c'est de se dire, je veux pouvoir descendre à fond. Voilà. Pas me poser de questions, quel que soit le terrain, je veux pouvoir y aller à fond. Et si je suis capable de faire ça, je serai capable de faire de plus longues distances. Et si je suis capable de faire de plus longues distances sur des terrains irréguliers, il y a de fortes chances que je puisse faire quelque chose de sympa pour quelqu'un qui va faire son jogging d'1 kilomètre au bord de la plage. Ça a été le point de départ de tout. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on se met en œuvre ? On se met en œuvre en réalisant de manière extrêmement simple des protos extrêmes, radicaux, pour simplement voir si la piste est bonne ou pas. Et puis quand on a cette perception qu'il y a une bonne piste, et bien à ce moment-là, on commence à creuser. Mais c'est pour dire qu'au départ, il y a un petit problème qu'on voit quelque part, mais il faut surtout en général regarder ailleurs et de manière beaucoup plus large pour se donner des pistes d'investigation, aller à l'extrême, tester, et puis ensuite avancer, et avoir cette ambition de changer directement de génération. Ce qu'on avait vu dans les skis, par exemple, quand la génération Kerving est arrivée par rapport aux générations d'avant, ce qu'on a vu dans les têtes de golf, avec des têtes de golf qui, au lieu de faire 250 cm3, ou voire moins, au début, sont passées à 350, puis à 400, puis à 450 cm3, ou des raquettes de tennis qui étaient plus larges, ou des cadres de vélo qui étaient des petits tubes fins et qui sont devenus des gros tubes en carbone. Donc à chaque fois, quand il y a eu ces éléments-là, à la fois la performance s'est améliorée, et en même temps, la tolérance et l'aspect, je dirais, le fait d'apporter la performance pour un beaucoup plus grand nombre. Et c'était ça notre ambition, c'est ce qui nous a donné le cap. Comment est-ce que j'apporte ensuite un vrai bénéfice, ce dont Paul parlait, pour le plus grand nombre de personnes, tout en pouvant démarrer en tant que positionnement par un positionnement qui est un petit peu extrême et qui est un peu unique et qui vous pose en tant que marque. Parmi les exemples que vous avez cités, à partir de quand on peut dire qu'il s'agit d'une innovation ? Qu'est-ce qui distingue une innovation d'une simple invention ? Qui commence ? Je pense qu'il y a celle qui marche, celle qui ne marche pas. Donc, c'est déjà un fil parce qu'effectivement, une idée, une invention qui ne trouve pas son public, quelque part, elle n'a pas fait tout le chemin. C'est un enfant qui s'est arrêté en route. Et toute innovation, toute idée a besoin aussi de grandir. Moi, j'aime bien la façon qu'a le Blue Ocean, la façon de raconter un petit peu la logique et de dire il faut que ça crée de la valeur pour le consommateur, évidemment à l'usage, mais il faut que ça crée aussi de la valeur pour l'entreprise. Et je pense que c'est indispensable que ça soit simple à produire, simple à distribuer, simple à expliquer. Tous les trucs qui sont trop compliqués, au bout d'un moment, ça s'arrête en route. Il faut qu'il y ait une capacité aussi à progressivement descendre sur un prix qui soit accessible au grand public. Donc, alors ça peut se faire par le produit lui-même, ça peut se faire par l'industrialisation, ça peut se faire par la distribution. Donc il y a aussi plein d'autres façons d'accompagner une bonne idée qui est un bon produit en l'amenant, en réfléchissant jusqu'au bout de la chaîne à cette valeur et comment l'innovation peut réellement apporter une valeur à chacun des acteurs de la chaîne. Pour distinguer la question là, de qu'est-ce qu'est une véritable invention, pour moi, c'est une rupture d'usage. C'est à partir où il y a un changement de paradigme, de façon de faire, qu'on considère que le produit, encore une fois, le produit crée l'usage et l'usage crée le produit. C'est un dialogue permanent entre les deux
qui fait qu'à partir du moment où, je prends juste un exemple, quand moi j'ai commencé la spéléologie, on la pratiquait avec une corde et une échelle. On descendait à la corde, on remontait à l'échelle. Donc tout ça, il faut transporter, c'est du volume, c'est aussi du coût, etc. Et des efforts, surtout physiques, pour remonter tout ça. Et quand les premiers spéléos ont commencé à dire « mais supprimons l'échelle, comment allons-nous faire ?» Donc là, nous, on a développé des tas de systèmes pour remonter. Donc l'idée était posée, ensuite, c'est les solutions. Et un bureau d'études, quand il travaille, il essaye de trouver la meilleure solution pour résoudre un problème, technique. Donc pour moi, les grandes évolutions, c'est les ruptures d'usage qui sont le cœur. J'ai peut-être quelques exemples encore. Là, j'ai parlé du gris-gris, qui a été pour moi une véritable rupture. Les lampes à LED, une véritable rupture. Je pensais aussi aux arboristes. Les arboristes, ils montaient, ils descendaient dans les arbres, soit pour couper l'arbre, soit pour entretenir l'arbre, soit pour élaguer l'arbre. Ils utilisaient une grosse corde avec un nœud. Donc on a commencé, nous, à réfléchir, parce que notre métier, nous, c'est la verticalité, et comment on pouvait faire en sorte qu'on remplace un nœud qui a des avantages et des inconvénients, comme un produit d'ailleurs, par un système, on appelle ça le zigzag chez nous, où les gars, ils sont capables de remonter et descendre sur des toutes petites cordes, et surtout, ils se positionnent de façon très très précise sur l'arbre pour pouvoir couper un bout de branche, pour pouvoir aller soigner, pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire avec des systèmes qui leur permettent de renvoyer. Ils peuvent marcher sur des branches toutes petites, mais en fait, les poids les efforts sont avec des systèmes qu'on leur fabrique aussi, bien sûr, parce que quand on rentre dans un marché, il faut essayer de tout prendre. Voilà, c'est ça pour moi la grande différence. Mais il y a des petits astuces aussi. Je pense à un système qu'on fait maintenant. J'ai déjà oublié le nom du produit, mais ça va me revenir. C'est un système, par exemple, le grimpeur, quand il arrive au relais, l'alpiniste, première chose, il met son nœud, etc. Le nœud, il est pas assez, il est trop loin, donc parce que je mets pas mes pieds correctement, donc j'ai une meilleure, donc je le rapproche, il est trop proche. Chaque fois, j'ai un nœud, on appelle ça un nœud cabestan. Je le rouvre, ça prend du temps. Nous, on a fait un système de longe qui, pouf, on fait faf, on se rapproche, pouf, on fait ça et on se retire. Voilà. Et ça, c'est des petites choses. Pour moi, c'est des vraies ruptures d'usage et qui facilitent, parce que finalement, quand on invente quelque chose, on parle de création de la valeur, mais c'est bien pour aider à la personne de faire je parle souvent, moi, de notion d'efficacité. On est tous dans une recherche d'efficacité. Et donc, nos outils ou nos produits, que ce soit un vélo, que ce soit un ski, c'est pour être plus performant, en fait. C'est ça l'esprit de la recherche des produits de rupture. Alors, je vais rajouter un petit point. Je vais mettre la différence entre idée, invention et innovation. L'idée, c'est quelque chose d'intangible. C'est bien, c'est quelque chose qui a été exprimé. Souvent, ça reste une frustration. L'invention, c'est la matérialisation déjà d'une idée, donc c'est bien, mais ça peut s'arrêter aussi très rapidement sur une étagère, pas aller très loin. Et l'innovation, ça reprend ce qu'ont dit mes collègues, c'est à partir du moment où ça devient une réalité commerciale, tangible, durable, et où on a un vrai changement de génération, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est à ce moment-là quand on a ces deux aspects, où à la fois l'utilisateur a trouvé un bénéfice qui fait qu'il ne viendra plus en arrière et où, sur le plan commercial, économique, on est dans un système qui, à partir de là, devient viable, c'est à ce moment-là qu'on a une vraie innovation. Merci. Alors, quand on parle d'innovation, parle-t-on tous de la même chose? Est-ce une dynamique collective portée par une communauté ou bien une pratique sur un terrain à partager, un usage ou un produit? Jean-Luc? L'innovation, elle n'est pas limitée à des produits. Nous, on est essentiellement des hommes de produits, mais c'est évident que l'innovation, elle se loge à tous les niveaux. Et ce qu'on cherche à faire, en l'occurrence, quand on développe les produits, moi, de mon côté, on cherche à imaginer ce que la
comment la pratique peut évoluer. Donc ça, c'est vraiment un point de départ. Ensuite, il y a des éléments de process dans tout un tas de domaines, que ce soit des process qui sont des process administratifs ou autres. C'est pour ça que ça touche tous les domaines. Mais voilà, c'est un état d'esprit qui s'adapte de manière beaucoup plus large. Toujours pareil, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'usage fait le produit et le produit fait l'usage. Moi, j'ai connu dans tous les différents produits que nous avons faits des évolutions, c'est-à-dire un produit que vous faites pour une activité, le consommateur l'utilise pour faire autre chose. Il fait une déviance en disant « Tiens, avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et justement, quand on observe l'usage qui est fait de vos produits, d'ailleurs, il peut faire des conneries avec le produit que vous lui avez fait, hein, et il peut se mettre par terre, etc. Et ça, quand c'est un EPI, c'est voilà, très dangereux. Oui, notre métier, nous, c'est de fabriquer des EPI, et c'est des millions d'EPI qu'on fabrique, donc vous imaginez la responsabilité, y compris dans à quoi sert le produit, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais la déviation d'usage, elle est permanente chez les utilisateurs, et l'entreprise, par son observation, si on sait les observer, est capable de dire là, il y a quelque chose à trouver pour lui, parce que ce qu'il est en train de faire, le produit crée l'usage, il est en train d'évoluer, et donc nous, on va le suivre et on va le coller. Olivier ? Moi, je pense qu'il y a un peu toutes ces dimensions-là. Après, d'un secteur à l'autre, on a un historique qui est plus ou moins marqué. Moi, c'est vrai que un des grands plaisirs de Moustache Bike, c'est qu'on est dans un univers où il y a encore plein de nouvelles pratiques à imaginer. Être en ville sans voiture avec 2 ou 3 enfants, comment ça marche ? Quels sont les besoins ? Enfin, c'est de nouvelles questions qu'on se pose. Donc, il y a forcément des nouvelles pratiques et de nouvelles solutions à apporter. Il y a une autre dimension, je trouve, qu'on sous-estime très souvent, c'est ce que j'évoquais sur un public différent. Ben, c'est vrai que on faisait du vélo ou typiquement quand le trail a commencé, ben, il y avait des publics peut-être qui n'étaient pas adressés de la même façon, dont on ne s'intéressait pas aussi bien. Moi, ça fait partie des choses qui m'inspirent et qui me nourrissent. J'accompagne des start-upers et qui sont souvent très, très perturbants dans leurs approches. Et si vous regardez une marque comme Satisfy Running, elle est venue compléter les marques qui existaient en s'adressant à un public complètement différent auquel personne n'imaginait qu'on pouvait parler de running dans l'univers mode, haute couture. Et pour autant, y avait quelque chose. Alors, c'est que le début, donc on verra jusqu'où la marque ira. Mais en tout cas, nouvelle pratique. Quand il y a des éléments émergents, c'est l'idéal. Nouveau public, on n'y pense pas assez souvent. Et puis évidemment, comment on fait des ruptures d'usage sur des choses existantes. Mais je dirais que plus on peut ouvrir vers des nouvelles pratiques ou des nouveaux publics, plus l'océan est bleu. Et je trouve que l'inspiration est souvent très riche et on arrive souvent à des extrêmes qu'évoquait Jean-Luc et qui sont plus intéressantes que de rester finalement dans des domaines de passionnés déjà experts qui ont énormément de blocages et qui disent non, mais il faut que ça soit comme ça en mieux. Il faut que ça soit comme ça, mais en plus performant. Il faut que ça soit comme ça en plus léger. Et je pense que Oka, c'est un bon exemple aussi de c'est pas plus léger, c'est pas forcément. Et prenant ce contre-pied, ne nous bloquons pas sur des références trop ancrées dans certaines pratiques. Certaines marques gardent leur persona et les caractéristiques clés de leurs produits. Donc, amener l'innovation n'est pas toujours simple. Quels sont, selon vous, les principaux freins que vous rencontrez au sein de votre entreprise ? La production, le marché, les habitudes de consommation, le marketing, etc. Tu veux commencer, Olivier ? Vas-y. Le frein majeur, il est psychologique et c'est la peur. Et c'est la peur économique. Et celui-là, il touche toutes les fonctions. Ce n'est pas lié à la fonction commerciale ou production ou autre. C'est la peur de se tromper, c'est la peur de mal faire.
Et c'est là que le top management, et en général le président, en l'occurrence quand vous avez la chance d'avoir un président comme Paul, ça aide beaucoup, ou ça a été le cas avec Georges Salomon chez Salomon, c'est le fait d'avoir ce droit à l'erreur, ce droit d'essayer, et de ne pas être en permanence sous cette inquiétude, je dirais, de risquer de se tromper. Quand on innove, quand on va de l'avant, il est évident qu'on ne va pas réussir sur tout. On sait que par contre, certaines réussites vont changer les règles, et là, elles vont être très très fortes. Donc cette peur, elle est amenée quand on a en général des structures hiérarchiques qui sont trop importantes. Si vous devez donner avoir le feu vert de 5 personnes au-dessus de vous, là, c'est exponentiellement proportionnel au nombre de personnes que vous avez au-dessus. Donc, il n'y a aucune chance que ça passe. De la même manière, si vous avez transversalement une multitude de secteurs d'activité qui sont, je dirais, qui rapportent à des gens différemment à l'intérieur d'une entreprise, et si le président ou la personne qui est au-dessus n'est pas le coordinateur et la personne qui donne le cap, vous n'avez aucune chance. Donc il faut arriver à trouver des fonctionnements à l'intérieur de l'entreprise qui dédouanent un petit peu de cette angoisse à tous les niveaux. Et après, on peut trouver plein de formules, je dirais, parce qu'on veut assurer de toute façon le fait que le business de base se développe, marche bien. Donc, et il y a des gens pour lesquels c'est leur profil et ils feront ça très bien. Il y a des gens qui vont pousser les règles un petit peu plus loin. Donc, il faut trouver des personnes qui sont comme ça et ensuite trouver la manière de permettre de tester des choses, mais sans partir non plus dans des choses qui sont trop longues, trop coûteuses. L'erreur, je dirais, qui est faite souvent à l'intérieur d'une entreprise dans l'innovation, et c'est ça qui fait peur, c'est quand on s'engage dans un processus long terme et coûteux. Et moi, je dis toujours aux gens, non, qu'est-ce que vous avez pour dans 3 mois qui va changer les choses? Et vous avez quasiment aucun argent, je dirais, si ce n'est tout ce qui existe déjà aujourd'hui pour le faire. Trouvez les formules pour aller plus vite, moins cher, et à ce moment-là, on dédouane un petit peu cette perception de risque qui est trop long, qui n'avance pas, et ça oblige à faire des choix très rapidement. Moi, je rajouterais que, en fait, si c'est une difficulté, ou en tout cas, moi, ma crainte permanente, c'est de trouver la meilleure solution. Pourquoi trouver la meilleure solution? Parce qu'elle est plus simple, elle est moins chère, elle peut se protéger vis-à-vis des brevets contre la concurrence. Et si la concurrence trouve une meilleure solution, nous, on sera derrière. Donc ça, pour moi, je suis piloté par ça. Comment développer tous ces freins? Effectivement, tout ce que tu as dit, Jean-Luc, c'est juste. La notion hiérarchique fait en sorte que dans des structures de plus en plus organisées, de plus en plus rationnelles, parce qu'il y a les créateurs, c'est des gens qui ont une forme de rationalité qui est complètement différente. C'est des gens qui rêvent. Et donc, il faut les laisser rêver. Et il faut être à l'affût de leurs rêves, parce que c'est eux qui ouvrent. Et il faut les laisser ouvrir des nouvelles directions pour l'entreprise. Je me souviens, encore une fois, moi, je vais chaque semaine au bureau d'études. Maintenant, un peu plus, parce que je viens de prendre un directeur général depuis 4 mois et demi. Donc, ça me libère de la pression de tous les jours. Et en fait, aller au bureau d'études, c'est soutenir les innovateurs, c'est soutenir ceux qui vont faire les produits de demain. Et moi, je les colle, je suis tout le temps derrière en essayant de sentir, en ayant de l'intuition de dire « Oula, avec ça, on peut faire quelque chose ». En tout cas, il faut absolument essayer. J'ai juste un exemple. Je croise un garçon qui est extraordinaire, qui est le plus grand inventeur qu'on a chez Petzl. Puis je le vois, il faisait une sale tête. Je lui fais « Alain, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Comme ça, parce que je sens qu'il ne va pas bien. Et il me dit, ça fait 2 mois ou 3 mois que je demande qu'on me fasse un prototype. Ça, Jean-Luc les connaît bien, puisqu'on lui en avait fourni au début des lampes qui, la lumière s'adapte en fonction du besoin. C'est un radar, en fait. Quand vous voyez loin, ça vous met le maximum de lumen. Quand vous voyez près, ça réduit. Quand vous lisez une carte, par exemple, si vous avez le maximum de lumière, vous ne pouvez pas la lire, la carte. Ça vous fait mal aux yeux. Et en même temps, ça vous fait faire des économies.
Et il me dit, tu comprends, moi, en spéléo, moi, à des moments, quand je suis sous terre comme ça, le blanc des murs me fait mal aux yeux et je suis tout le temps en train de bricoler. J'aimerais bien un truc réglable. Je dis, mais c'est extraordinaire ce que tu es en train de me dire. Comment se fait-il qu'on ne fait pas un prototype le plus tôt possible? On a mis 10 ans pour sortir cette techno. 10 ans de travail véritablement, parce que ça a été un travail pas possible. Et on est les seuls au monde à faire ça. Et pour moi, c'est la plus grande invention qu'on ait fait en écoutant des pratiquants et des utilisateurs. Voilà, c'était. Mais j'ai souvent lutté contre ce que tu viens de dire, qui est pour moi très très important. Le bureau d'études, il y a le marketing. Il fait son boulot, le marketing. Il donne des règles, il dit ce qu'il veut par rapport à la concurrence, par rapport à ce qu'il est en train. Mais le bureau d'études, lui, tout seul aussi, c'est un vrai champ c'est là où toutes les graines, elles partent quasiment. Moi, je peux dire que j'ai presque envie de dire, je ne sais pas s'il y a des gens de Petzl qui sont du marketing ici, mais les 3/4 des inventions, les 3/4 de notre chiffre d'affaires, il vient du bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment des gens à préserver absolument parce que les inventeurs, ils sont fragiles. Ils sont là, moi, de temps en temps, ils ouvrent le tiroir, ils me disent « Tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses ?» On sent qu'il n'est pas bien, quoi. Et là, après, voilà. Bon, je voulais juste dire ça parce que ça, je pense que tu comprends, Jean-Luc, ça. J'ai l'impression qu'on a tous les mêmes passions pour les bureaux d'études et les protos. Moi, je dirais que s'il y a une chose qui est un frein et qui est un danger, c'est les horloges. C'est les horloges parce que je pense que ça correspond un peu à ce que tu dis. C'est que les gens qui créent, qui rêvent, il ne faut pas qu'ils aient 10 trucs à faire dans la semaine, à rendre. Donc, il faut un peu les sortir du quotidien. Il faut les protéger du court terme. Et dans une boîte, c'est 95% souvent de choses rapides à faire, à exécuter, à réagir. Et donc, il faut les protéger du court terme, du quotidien, pour qu'ils puissent rêver. Et en même temps, pour que l'entreprise soit saine, il faut avoir suffisamment de projets dans les tuyaux pour qu'on ne se retrouve pas dans une année en se disant là, on n'a rien à sortir, on s'est fait un peu doubler. Tu sais quoi, tu vas te dépêcher parce que souvent, un beau rêve, parfois, en 6 mois, c'est réglé, l'idée était géniale et ça va jusqu'au bout. Et puis parfois, ça prend 10 ans. Et il faut avoir 10 ans pour laisser ce projet mûrir et lui laisser du temps. Donc la gestion du temps, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment déterminante. Donc avoir plusieurs projets, leur donner du temps pour mûrir, parfois aussi leur donner du temps pour s'imposer sur le marché. Pas au bout de 2-3 ans se dire c'est bon, on passe à autre chose, ça n'a pas trouvé son public. Voilà, donc gérer le temps et les horloges, je trouve que c'est un enjeu majeur. C'est là-dessus où je suis pas tout à fait d'accord. Et c'est intéressant d'avoir le débat. Il y a un aspect, je dirais, quand il y a des aspects sécurité individuelle, très, très forts, comme chez Petzl, c'est une chose. Mais très souvent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui se passe en termes d'idées à un moment donné dans une entreprise, il faut se dire qu'il y a au moins 5 ou 6 entreprises dans le monde qui ont la même idée en même temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir vraiment très concrètement. J'ai vu des brevets, par exemple, dans la fixation de ski, sortir au Japon, aux États-Unis, en France, en Autriche, dans la même semaine. Entreprises complètement différentes, personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées. Donc, il faut toujours avoir ça en tête, c'est qu'on processe tous les mêmes idées et d'autres personnes ont ces mêmes idées. Et c'est pour ça que je dis que time is the essence. Et que le parfait devient très vite l'ennemi du bien. Il ne faut pas chercher à vouloir faire le parfait. Il faut avancer jusqu'au moment où on a quelque chose qui fait la différence, qui commence à passer un cap. Mais ensuite, il faut se mettre dans une dynamique constante d'amélioration. Mais si on attend d'avoir fait, ou qu'on pense, je dirais, que le produit doit être parfait, c'est certain qu'on sera derrière, absolument certain. Donc il faut, je crois que, pour moi, c'est un message important que je vais vous faire passer. C'est en innovation, time is the essence, et le parfait est l'ennemi du bien. Au-delà de la responsabilité, je dirais, absolument, quand on met la vie des gens en jeu, là, il y a d'autres choses. Pour
Pour compléter cette question, comme a dit Paul, il faut les laisser rêver. Laisser rêver les créateurs, les protéger, comme disait Olivier. À votre avis, l'innovation comporte sa part de risque. N'est-elle pas quelquefois ou parfois dangereuse? Paul, tu commences? Bon. Je partirais de notre environnement. On vit et de plus en plus, un monde d'incertitude, etc. Notre environnement change tout le temps. Les marchés évoluent, les marchés changent. Je prends l'exemple de la glace, par exemple, pour nous. C'est un enjeu. Plus ça va, moins il y a de glace. L'exemple de l'escalade indoor et l'escalade outdoor. Moins d'escalade outdoor, de plus en plus d'escalade indoor. L'alpinisme, plutôt en baisse. Donc tout ça, c'est un environnement changeant dont il faut être sensible, il faut voir, et donc anticiper des évolutions, aller chercher des innovations qui vont nous permettre soit de rentrer dans des nouveaux marchés, évoluer en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais noté aussi les risques pour nous de l'innovation, c'est la mauvaise conception. Ça, je pense que tous les fabricants sont sur cette même longueur d'onde. C'est aussi faire des erreurs en production. Ça nous est arrivé. Les risques sont aussi le consommateur qui va faire des mauvais usages, puisque, comme on l'a dit, on fabrique des EPI. Et puis, un risque qui est nouveau pour nous et qui est particulièrement c'est un sport national aux États-Unis, c'est la tricherie des accidentés et des avocats malhonnêtes. Alors, tout ça, ce sont des risques. Comme tout risque, à partir du moment où on les a identifiés, eh bien, on s'organise en fonction de ça. On dit, bon, il faut réduire le risque. C'est comme quand vous partez en montagne. Vous connaissez les dangers, vous avez à vous à prendre des décisions si je passe là ou pas, en sachant que le risque, il peut y avoir une avalanche et autres. Voilà, une entreprise, c'est ça. Je rajouterais, en fait, c'est que sur la notion de l'innovation, innovation, c'est rêver d'un monde meilleur. C'est aussi, pour l'homme, dans sa profondeur, c'est sa dimension artistique. Il a besoin de créer l'homme, il a besoin de changer son environnement, il a besoin absolument d'évoluer. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi et puis aussi, une chose importante, mais je crois que Jean-Luc l'a dit, c'est le fait de créer, ça va façonner notre manière de vivre et de travailler, voire d'interagir entre nous. Et c'est pour ça que l'homme naturellement, il va chercher à toujours faire quelque chose différemment que ses précédents, particulièrement, surtout dans le sport, dans les générations. Ceux qui ont fait du ski, nous, on veut faire du surf. Et puis après, c'est autre chose, après c'est autre chose, et après c'est autre chose. Voilà. C'est une question difficile. En fait, j'y réfléchissais. Et a priori, j'aurais tendance à dire que le risque dans l'innovation, c'est une possibilité, mais que sans innovation, c'est une certitude qu'on va prendre un risque énorme. C'est ce que tu disais, Paul, sur des marchés qui évoluent, des concurrents qui bougent. Moi, je me suis toujours beaucoup plus amusé dans des boîtes qui étaient challengers que des leaders, parce qu'on savait qu'on n'avait pas de plan B. Donc, à un moment donné, on ne pouvait pas suivre, on n'était pas aussi gros que les autres. Donc je pense que le risque est une certitude si on n'innove pas. Et après, effectivement, il faut arriver à bien le gérer en fonction des métiers. C'est vrai que si on fait un t-shirt et qu'on se loupe, c'est pas un gros investissement, il n'y a pas des moules de folie. Si la matière marche un peu moins bien que prévu, des lamines, c'est emmerdant, mais personne ne va mourir. Quand on met une petite famille avec 2 enfants sur un vélo cargo qui descend une jolie pente à Lausanne et qui arrive à 70 km/h dans un virage, là ça commence à devenir un peu plus conséquent comme enjeu. Donc je pense que chaque industrie a un peu ses règles et un prix qui est plus ou moins élevé, prix industriel, prix de développement ou prix de réputation ou juridique. En tout cas, je pense que c'est une possibilité, mais c'est pas une raison de s'arrêter.
complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le plus gros des risques, c'est de ne pas essayer. Qui n'avance pas recule. Et tôt ou tard, toute entreprise qui a connu du succès, si elle reste un petit peu, je dirais, dans son même univers, elle stagne, elle recule, elle passe derrière, et elle ne s'en rend pas compte. Donc il faut toujours avoir cette envie d'essayer. Et la deuxième chose, c'est qu'on va obligatoirement, je dirais, on va faire des batteries de tests, on va faire tout un tas de choses. Il y a tout un tas de protocoles qui sont plus ou moins importants en fonction du type de produit. Mais il faut surtout être prêt, je dirais, à de nouveau se remettre en cause ou à de nouveau changer les choses ou à reprendre une décision à un moment donné si on voit qu'on part sur la mauvaise voie. Ça ne sert à rien de s'entêter. Repartons tout de suite de l'avant sur autre chose. C'est ce qu'en général les Américains savent bien faire. Et on a un peu trop tendance, je dirais en Europe et souvent d'ailleurs en France, à un petit peu s'entêter sur une voie parfois, plutôt que de se dire bon, on a essayé, allez, partons sur autre chose maintenant parce qu'il y a trop de limites là et allons de l'avant et continuons à aller de l'avant le plus rapidement possible parce que c'est toujours pareil. La survie d'une entreprise, elle dépend de la vitesse à laquelle on avance par rapport à ses concurrents. Merci. Jean-Luc, tu as donné un bon exemple, tu as cité un bon exemple avec la fixation, que les marques avaient 5-6 idées en même temps. Sur un marché concurrentiel qui est l'outdoor, vous êtes considérés tous les trois comme des références dans votre secteur grâce à votre capacité d'innovation. Comment faites-vous pour garder cette avance et rester toujours à la pointe de votre entreprise, pour votre entreprise? Jean-Luc, tu commences? Alors, il y a quelque chose que j'ai appris de Georges Salomon dans le passé. Le groupe Salomon a été une entreprise et reste toujours une entreprise très innovante et qui a su se développer dans tout un tas de domaines. Et un des points d'ailleurs qu'une personne qui est dans la salle va se rappeler, le principe c'est qu'on a toujours tout le temps des cycles. Et quand on a, je dirais, eu plus ou moins 10 ans de succès dans un domaine donné, il faut se dire que c'est largement temps de se réinventer. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend une période de 10 ans? En gros, il faut à peu près 5 ans pour que les détaillants, je dirais, le marché commence à penser que c'est crédible, puis ensuite ça s'accélère, puis ensuite, de toute façon, la concurrence a rattrapé, c'est évident. Donc, croire que les choses vont continuer à évoluer de cette manière-là, c'est extrêmement dangereux. Donc ce cycle peu importe qu'on le fasse tous les 7 ans ou tous les 10 ans, mais dans tout domaine d'activité, c'est de reprendre le truc à zéro en se disant si maintenant j'étais un challenger avec tout ce que je sais et j'essaye de me tuer moi-même, c'est-à-dire de vraiment reprendre le leadership, mais pas en faisant exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça c'est un premier point qui est important. La deuxième chose, c'est que quand bien même on a je dirais, tout un tas de personnes en interne, l'innovation interne, elle est limitée. Et donc, c'est toujours trouver un équilibre entre porteurs d'innovation interne et porteurs d'innovation externe. Et dans le cadre du footwear, en l'occurrence, ou dans le cadre du vêtement, les fournisseurs de matériaux de départ sont les gens qui peuvent vous apporter le plus d'innovation. Ce sont des gens qui ont des très grosses structures, c'est des très grosses boîtes, des BASF, des HP, peu importe, etc. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de stimuler aussi ces gens qui sont vos partenaires, qui sont des super spécialistes d'un domaine donné, en leur donnant des objectifs ambitieux. Et de cette manière-là, on segmente un petit peu les choses, et ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est justement répondre à des cahiers des charges ambitieux. Parce qu'ils ont aussi, s'ils n'ont pas de demande, et ils ne savent pas trop où aller. Alors ils vont faire des choses, etc. Mais si vous leur donnez une demande, ils vont vous apporter des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc ça, c'est cet équilibre extérieur-intérieur, je dirais, qui est fondamental, en partant des fournisseurs. Et puis ensuite, de toujours prendre quelques personnes à l'extérieur qui sont les plus critiques, et puis de leur donner un projet, simplement. C'est un skunk work, comme le disent les Américains. Et simplement pour secouer un petit peu les choses, regarder les choses un petit peu différemment. Donc c'est cet ensemble de choses, je dirais, globalement en tant qu'entreprise, se dire, ou dans une catégorie donnée, dans une business unit donnée, se dire comment est-ce que je me réinvente pour la suite, utiliser les fournisseurs et puis utiliser de l'externe pour aller de l'avant.
Paul, à toi. Moi, ce que je pense qu'il y a une chose, c'est l'excellence. Parce que sur le podium, il n'y a qu'une place. Il n'y en a pas deux. Et bien sûr, cette notion d'excellence dans une entreprise, il faut être bon partout. Et service client, commercial, la qualité, les livraisons, les prix, etc. Et donc ça, c'est un moteur intérieur, interne, qui est très important pour motiver tout le monde à toujours se surpasser, à aller plus loin. Personnellement, comment je fonctionne, moi, je m'intéresse qu'au dysfonctionnement. Les choses qui vont bien, je ne regarde pas. C'est normal. On laisse la liberté. Dès que ça dysfonctionne, on essaye de comprendre. On a maintenant des techniques par le Lean, etc., pour comprendre comment on décortique un problème, comment on essaye de trouver des solutions collectives, jamais tout seul, dans son coin, pas dans la hiérarchie, mais le plus large possible. Voilà les quelques clés mais tout le temps rester sur le moteur de la volonté, de l'excellence, et de le montrer et le dire en permanence au personnel. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la notion de cohérence, la raison d'être, la mission, la promesse client, tout ça, cette cohérence où à la fois le client sait qui vous êtes, le client s'attend à quelque chose de vous, il vous regarde, il vous connaît. Les clients nous connaissent bien. Hein. Quand l'entreprise fait beaucoup de choses, elle se perd parce que le client, il ne sait plus où est l'entreprise, en fait. Donc moi, j'ai toujours fait attention. Petzel, c'est de la verticalité et c'est de l'éclairage, point barre. Voilà. Alors Olivier, je vais te poser la question différemment. Comment tu vas regarder ailleurs pour croiser des cultures et faire venir l'innovation à vous ? Je viens ici, déjà. Tu as vu, je prends des notes. Parce qu'effectivement, quand on a des expériences comme celle de Jean-Luc ou de Paul, c'est bien. Et puis, c'est effectivement de provoquer aussi dans l'agenda ces moments-là. C'est les moments où tu vas aussi en magasin. Parce que je pense qu'on n'y va jamais assez. C'est jamais agréable parce qu'effectivement, les magasins, ils vont immédiatement aller sur les imperfections. Donc, c'est une longue liste d'imperfections. Vous avez déjà un cahier plein d'imperfections, on va vous en rajouter, mais c'est là que ça se passe réellement. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités dans tout l'écosystème des startups, parce qu'on est confronté à l'altérité. C'est vraiment vous avez souvent, les jeunes, des approches totalement différentes qui nous semblent inconcevables dans nos modes de pensée, vous bousculez. Donc je pense qu'il y a un certain niveau d'inconfort sur lequel il faut accepter de se mettre avec les clients, avec certains pratiquants, mais aussi avec des gens qui arrivent avec des idées folles et saugrenues. Parfois on les aide, mais ils ne se rendent pas compte que bien souvent ils nous aident autant qu'on les aide. Un petit point aussi en rebondissant sur ce que disait Paul sur l'excellence et les dysfonctionnements. Souvent on dit dans l'innovation, il faut résoudre un problème. Sauf que la plupart du temps, je dirais, les problèmes sont peu identifiables ou les gens sont satisfaits, je dirais, d'un niveau de qualité produit à un moment donné. La plupart des offres, si vous prenez des chaussures de running aujourd'hui, c'est difficile de trouver une chaussure qui soit mauvaise. Donc le problème, c'est de créer un problème. Et ça, c'est une autre manière de penser, c'est je vais essayer de créer un nouveau problème pour l'utilisateur qui aide, je dirais, à changer de génération, et au travers de ça, créer aussi un problème pour mes concurrents qui n'ont pas vu cette chose-là arriver. Donc c'est penser à cette notion-là de je crée un problème et je ne résous pas simplement un problème. On peut parler de besoin latent, peut-être. Oui, ce qui correspond aussi à aller au-delà de la demande. Oui, effectivement, si la demande est définie, c'est intéressant d'aller... Tu vas chercher un besoin qui n'est pas exprimé. D'aller au-delà, oui. L'homme a besoin de créer, comme Paul l'a dit. Donc, comment un dirigeant visionnaire embarque-t-il ses équipes dans cette dynamique d'innovation ? Faut-il guider fortement ou au contraire laisser de l'autonomie aux collaborateurs ? Vous y avez répondu en partie, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Allez. Première chose, c'est
c'est donner un cap. Le rôle du président, en l'occurrence, ou du responsable de business unit, c'est de donner un cap. Et de donner le niveau d'ambition. Ce que Paul dit aussi, c'est le niveau d'excellence et ce niveau d'ambition. Et puis, après, c'est de faire en sorte que les choses se passent dans un registre quand même d'une certaine rapidité et d'une certaine économie aussi financière. Parce qu'on n'a pas des moyens illimités, on n'a pas un temps illimité. Et donc, il y a cette petite pression, je dirais, qu'on ajoute là-dessus pour que les choses se mettent vraiment dans une dynamique, mais en sachant que qu'il y a un droit à l'erreur, en quelque sorte, et qu'on est là pour supporter les efforts. Paul, à toi. Merci. Oui, en fait, j'ai rencontré Jean-Luc chez Salomon quand il était patron du marketing, et puis je l'ai rappelé plus tard quand il avait vendu Oka pour m'aider à poser la vision. Et donc, il m'a aidé parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une vision. Et lui savait mieux que moi, en fait. Il m'a aidé à écrire la première vision de Petzl, c'était pour 2020. Et on est arrivé exactement ce qu'on avait prévu. Enfin bon, voilà. Le cap, comme tu dis, le cap est très important. Bon, là maintenant, avec mes deux fils, on a écrit la vision, on appelle ça P30, c'est qu'est-ce que sera Petzl en 2030. Alors, je crois pour entraîner les équipes, il y a un premier principe, c'est l'exemplarité. Ça paraît tout à fait évident. Et l'exemplarité à tous les niveaux du management, très, très, très important. Dans la façon de travailler aussi avec vos collaboratrices et c'est la reconnaissance. Bien sûr, il faut recruter les meilleurs et aller les chercher et entretenir avec eux la confiance. Ça, pour moi, c'est capital. C'est le premier mot que je mets au-dessus de tout, c'est la confiance. Confiance avec les collaboratrices et collaborateurs. Trouver les gens passionnés et puis des gens qui ont du bon sens. Le bon sens, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Le bon sens, c'est le bon sens terrien, le bon sens paysan sur lequel vous sentez le truc ou vous ne le sentez pas, quoi. Il y a bien sûr, ça c'est la notion du cap, orienter les priorités, l'autonomie bien entendu, mais l'autonomie dans une stratégie qui est définie dans la vision et sur laquelle vous avez défini la stratégie. Ça c'est le rôle de la présidence. Et vous avez posé le cadre dans lequel les personnes vont jouer. Le comment, c'est les équipes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à répondre. Je vais avoir du mal à rajouter quelque chose. Le cadre est vraiment posé. Moi, je rajouterais juste qu'on fait très, 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 très bien quelque chose qu'on aime bien faire. Donc, je pense qu'il y a quand même une notion aussi de passion, de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, qui est cette envie d'aller un peu plus loin sur un sujet. Faut accepter aussi de se perdre parfois. Faut accepter le temps, les échecs. Faut accepter tout ça. Et c'est vrai que si on a juste sa petite carrière et on change de division, on va s'occuper d'un produit. Mais bon, honnêtement, dans 5 ans ou dans 10 ans, on fera autre chose. Je suis pas sûr qu'on résiste à l'intensité qu'un processus d'innovation demande. On parlait des magasins qui vous disent toutes les imperfections, mais développer un produit, c'est forcément que des gens qui vous disent non, c'est pas possible, ça va pas marcher, on va pas y arriver. Donc cette dose d'énergie, c'est celle qu'il y a dans les entrepreneurs. Je trouve que le titre est intéressant. Et derrière l'entrepreneur, il y a quand même aussi beaucoup de passion pour le domaine en particulier. Alors ça peut être juste le domaine, ça peut être l'usage, la pratique, le sport ou le côté design ou le côté industriel. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une flamme. Et je pense qu'un de nos rôles aussi, c'est de poser le cadre, mais de trouver les personnes qui ont cette flamme et de l'entretenir pour qu'elle rayonne. Merci. Donc, je crois que l'heure tourne. Donc, on va surtout prendre quelques minutes pour donner la parole à la salle après la dernière question. Avant qu'on donne la parole au public. On a écouté Amélie lors de la table ronde précédente. Donc, selon vous, l'éco-responsabilité est-elle aujourd'hui un accélérateur d'innovation ou au contraire une contrainte qui peut freiner certains projets ?
Les produits éco-responsables sont-ils devenus de véritables critères différenciants sur le marché ou est-ce simplement une évolution naturelle de l'innovation? Paul? Je ferai la conclusion après par rapport à cette question. Mais en fait, on vit dans un monde fini. Et moi, au début, je n'ai pas vu ça, clair. Et en fait, on prend maintenant conscience du désastre que nous occasionnons sur la planète. Et on n'a pas le choix. Il faut absolument s'engager dans la réduction de nos impacts sur la biodiversité et les conséquences sur la biodiversité. Alors, nous avons beaucoup réfléchi avec mes garçons ici de savoir comment Petzl pouvait avancer, pouvait s'améliorer dans ce sens. Et en fait, on engage chaque année 3 millions d'euros. On s'est dit le 1% pour la planète, on va se le faire à soi-même d'abord. On va se le donner à soi-même. On va dépenser 3 millions d'euros par an sur 3 ans pour accélérer toutes les actions qu'on va mettre, qu'on va construire, qu'on va imaginer pour réduire nos impacts dans l'entreprise. On s'est fixé entre autres, au début on est parti dans le truc en disant 50%, on verra bien, on va bien essayer d'y aller. On est sur le trend de 40%, c'est-à-dire à quantité constante, nos produits à horizon 2030, on aura réduit de 40% nos impacts à tous les niveaux. Donc on est très sensible dans la création des produits. Il y a tout un passage. Alors bien sûr, vous imaginez bien que moi, dans toutes les présentations de produits, nouveaux produits, je suis présent parce que ça m'intéresse énormément. Et il y a tout un volet sur l'éco-conception, sur qu'est-ce qu'on met en recyclé. Bien sûr, après avoir bien entendu comparer les coûts, etc., et sur laquelle, à des moments, il y a des décisions à prendre en disant alors on y va quand même, ça va coûter tant en plus, mais quelquefois ça coûte moins, donc effectivement c'est intéressant. Alors par rapport à la question, est-ce que je crois moi si c'est un accélérateur d'innovation? J'y crois pas tellement. Par contre, c'est une contrainte nouvelle qui s'impose à nous tous et on est obligé d'y aller. Voilà ce que Petzl fait pour l'instant. Ah oui, je voulais dire, c'est que nous, on a monté une équipe RSE, il y a 4 personnes. Entre autres, il y a une chimiste, une jeune femme chimiste. Et on étudie en permanence avec les fournisseurs pour les pousser à nous fournir des produits à base de produits recyclés, etc. Et nous, derrière, bien sûr, il faut vérifier que tous ces produits vont apporter le même service de durabilité pour les produits. Ce qu'on a fait aussi, et ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on enclenche, on a un peu plus 70 projets en ce moment d'évolution de nos produits, on enclenche tout le processus de réparabilité de nos produits. Jusqu'à présent, on se retenait en disant, dès que le client il met la main dans le produit, il peut faire des conneries, il peut serrer les vis trop fort, il peut nous les péter, etc. Donc maintenant, on a beaucoup réfléchi sur comment le client, et on fait des kits, on va faire des kits là, où ils pourront remplacer des pièces pour augmenter la durée de vie des produits de à peu près 2 fois. Alors je pense qu'on fait tous un peu le même constat, qui est que si le produit il est juste éco-conçu, c'est bien pour l'interne, c'est indispensable et c'est un engagement, je pense, de nos entreprises, mais c'est pas très convaincant, honnêtement, pour le consommateur. Enfin, on le voit tous, dès qu'on fait des produits qui sont 10 à 15% plus chers juste parce qu'ils sont fabriqués différemment, le potentiel commercial il est extrêmement limité. Donc moi je retournerais plutôt la dynamique qui est que je pense que l'innovation est la seule façon de vraiment faire avancer les produits éco-conçus. C'est-à-dire que je pense que si le produit ne fait pas quelque chose de visiblement différent, on ne pourra pas y injecter tout ce qu'on a dans nos dispositifs pour être plus respectueux. Il faut que pour le consommateur, il y ait une valeur ajoutée. Jean-Luc, tu connais bien aussi le monde des planches de surf qui se produisent exactement de la même façon depuis les années 50, qui sont des matières qui ne sont pas extraordinaires, qui ont du mal à être recyclées. Il y a eu des tentatives de planches qui font les mêmes choses mais qui sont plus vertueuses. Ça n'a jamais vraiment réussi et je pense que le gros enjeu des planches de surf, c'est d'avoir des planches de surf différentes, visiblement différentes, qui font des choses différentes. Et là, je pense qu'on pourra embrayer et on pourra convaincre. Sinon,
ça ne marchera pas. Alors moi, je vois 3 étapes au travers desquelles on est passé. Dans la première étape, il y a eu je dirais une prise de conscience plus globale, positive, durable dans le temps. Par contre, associée en général effectivement à des bids sur le plan produit. Donc ça, c'était le côté négatif, mais il y a eu un côté positif malgré tout déjà dans cette phase-là. C'est qu'au moins des éléments marginaux, je dirais, autour du produit ou des parties de produit qui étaient moins sensibles, que ce soit d'abord le packaging, qui est fondamental, je dirais, dans le truc, mais d'autres éléments ont commencé à pouvoir être traités. À partir de là, on a essayé de prendre le problème de manière un petit peu plus large et de se dire, on fait des produits, et ça regroupe la présentation qui était là tout à l'heure, qui sont souvent des composites de multimatières. Donc, pour améliorer les choses, on est remonté en amont avec le maximum de fournisseurs pour donner à ce moment-là, se donner des axes de progrès avec des fournisseurs qui sont spécialistes d'un domaine donné, pour voir comment eux pouvaient-ils progresser dans le fait d'utiliser moins de produits avec du carbone, avoir des processus plus meilleurs, etc. Et de notre côté, en simultané, on s'est beaucoup focalisé sur les processus industriels. On n'en parle pas suffisamment souvent, mais c'est dans la transformation, je dirais, qu'on consomme de l'eau, qu'on consomme de l'énergie, qu'on pollue, etc. Donc se focaliser vraiment là-dessus. Et maintenant, l'autre étape sur laquelle on est, c'est vraiment la fin de vie. Et la fin de vie avec les initiatives qui sont là d'un certain côté, mais dans toutes les matières que l'on cherche aujourd'hui à développer, c'est dans un mix performance et capacité à se biodégrader, je dirais, dans le temps. Mais ça part toujours d'une démarche performance. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'utilise une mousse pour ma semelle de chaussure qui a une capacité de biodégradabilité de X, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais dont la densité est de 0,20, c'est-à-dire que je vais faire une chaussure qui va être la même que celle qui a 20 ans, ça n'intéressera personne. Par contre, essayer de faire en même temps, et dans les travaux qu'on fait avec des gens comme BASF et autres, des mousses qui sont les plus performantes du marché, mais en même temps qui ont une biodégradabilité dans un cadre donné, là c'est intéressant. Donc ça rejoint complètement ce que disait Olivier. Donc c'est un peu ces trois étapes, mais le produit un petit peu greenwashing, ça n'a pas vraiment marché. Alors moi, il y a un domaine, je pense, où on doit encore s'améliorer en termes d'innovation. Parce qu'il y a la conception, la production du produit, la mise sur le marché, et puis il y a sa fin de vie. Et entre les deux, il y a quand même sa durabilité. Et c'est vrai que bien souvent, on se dit, garder le même produit pendant 10 ans, est-ce que vraiment il y a d'autres innovations qui arrivent entre-temps? Et je pense que la vraie innovation, elle est aussi sur le marché de l'occasion. Alors évidemment, dans l'univers du vélo, c'est une évidence. Pour Moustache, c'est une évidence parce qu'on a des vélos qui durent 10 ans sans aucun problème, qui se revendent au bout de 3-4 ans, quasiment la moitié de la valeur du prix d'achat. Donc on commence à voir que investir dans un produit comme dans un vélo Moustache à 3 000, 3 500 €, si c'est pour le revendre 1 500 dans 2-3 ans, finalement le prix à payer est beaucoup plus relatif. Donc ça permet aussi de vendre de la qualité, de la durabilité en ayant une deuxième opportunité, soit de se refaire, soit d'avoir un produit qui dure plus longtemps. Et je pense que cette étape intermédiaire, il faut vraiment la regarder avec attention. Moi, je vois de plus en plus maintenant des chaussures qui se ressemellent, des chaussons d'escalade qu'on peut ressemeler 3-4 fois, de plus en plus de gens qui le font très très bien. Donc je trouve que la durée de vie et le marché de l'occasion, ça c'est une vraie innovation qui permettrait de valoriser la qualité que les gens ont un peu de mal à payer initialement, mais si on leur propose une solution en milieu de vie du produit, je pense que ça peut être déterminant. Merci. Merci messieurs, madame. On va ouvrir à la salle si vous avez des interrogations, des questions. Ici, par exemple, au premier rang. N'hésitez pas, vous levez la main, et si vous pouvez donner votre prénom et qui vous êtes juste avant de poser la question, ce serait formidable. Bonjour, Benjamin Verlière, je suis directeur marketing chez YY Vertical, une société dans le milieu de l'escalade. Tout d'abord, merci pour cette table ronde et votre présence, c'est vraiment super. Je voudrais revenir sur le frein à l'innovation, si ça vous va.
J'ai bien noté du coup plusieurs points. Donc la peur et comme solution le droit à l'erreur, la hiérarchie et donc comme solution le droit de pouvoir rêver, les deadlines et le fait de pouvoir se dépêcher et donc laisser le temps de rêver. Et puis brièvement, avec une petite pointe d'humour, vous avez parlé du marketing justement. J'aimerais revenir dessus. Est-ce que vous avez des conseils, des exemples, des avis pour que le marketing puisse contribuer justement à l'innovation sans être un frein? Et j'ai bien noté que du coup, dans 75%, il faut juste qu'on se taise et qu'on fasse laisser faire le bureau d'études. Mais pour les 25% du temps restant, voilà. Merci. Je vais répondre à un truc pour répondre aussi, effectivement, à ce qu'a dit Paul. Je crois que la dimension première du marketing, c'est d'être un marketing stratégique. Et ce n'est pas l'étude de marché classique, je dirais, c'est un point de départ, mais grosso modo, il n'y a pas grand-chose à en faire. Vous allez sortir, je dirais, en termes d'informations, des choses du passé. Donc la question que doit se poser le marketing, c'est comment est-ce que je suis stratégique pour aller de l'avant. Et à partir du moment où on fait ça, c'est là où on donne un cap. De la même manière que l'entreprise se donne une vision-mission, on donne un cap avec quelques éléments mesurables, si possible aussi, pour le bureau d'études. Si je lui dis, je veux ce produit-là, mais désormais tu me le fais avec un poids qui est la moitié du poids précédent, ou tu me le fais avec ci et ça, ça donne un cap au bureau d'études qui est très clair, de la même manière que c'est la même chose avec des fournisseurs. C'est là où le marketing est stratégique. Est-ce que la réponse vous convient? Ok, très bien. Une autre question peut-être dans la salle. Au milieu, le jeune homme en t-shirt noir. Bonjour, Basile Blonadeo, je suis en reconversion avec l'OSV Academy. Alors moi j'ai une question, on entend de plus en plus parler des Enhanced Games, donc ça ne concerne pas forcément les sports pour lesquels vous développez des produits. Malgré tout, j'aurais aimé savoir quel était qu'est-ce que ces Enhanced Games vous inspirent, vous qui êtes du coup des innovateurs dans les sports. C'est une question pour Paul, je crois, ça, non? Tu peux préciser ce que tu entends par... Tu parles des jeux, ouais. des games électroniques? Non. Ça va être, en fait, c'est quelque chose qui est prévu pour 2026, donc c'est un peu l'ouverture, c'est repenser les JO, on va dire, en donnant libre cours à toute pratique, que ce soit du dopage ou du dopage matériel. Donc moi, en Australie, sans lancer le débat sur le débat éthique, juste d'un point de vue matériel, performance, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'innovateur? Ça ne m'inspire pas beaucoup au niveau de l'humain. Très clairement, c'est devenu... Il y a un gros sujet avec Fred Kerley, par exemple, sur le 100 mètres là-dessus. Essayer de battre certains records en mettant une belle bourse dessus et en se chargeant comme une mule. Je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment progresser la science. Je pense que je dirais, la science de l'amélioration de la performance, elle se fait, par ailleurs, dans tout un tas de domaines. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça, très sincèrement. Alors moi, je vais faire le lien pour que Paul puisse rebondir. Moi, je pense qu'il y a un débat qui existe aujourd'hui entre performance et robustesse. Et je trouve beaucoup plus intéressant d'explorer la robustesse sur certaines pratiques sportives, sur la capacité à être au top niveau pendant le plus longtemps possible. Enfin, je trouve qu'il y a un univers qui me semble beaucoup plus ouvert et généreux et capable de parler à énormément de gens par rapport à la performance pure qui est toujours assez extraordinaire, mais qui finalement isole et ne parle pas forcément à énormément de gens qui ont d'autres envies, d'autres imaginaires. Donc je pense que la robustesse, c'est une bonne valeur à creuser. Alors, ça rebondit un petit peu sur ce que vient de dire Olivier. Il y a un domaine que vous utilisez tous, qui est le domaine aussi de la nutrition sportive, et qui est un domaine qui, je pense, permet, en étant mieux compris, mieux utilisé, etc., à chacun
d'améliorer son plaisir et sa performance à chacun son niveau. Je trouverais beaucoup plus intéressant qu'il y ait des choses qui se passent là plutôt que d'aller dans les supermolécules. Voilà. Une question supplémentaire ici au fond peut-être? On en a encore quelques-unes. Bonjour, Rémi Colliard, je suis recruteur donc, dans un cabinet qui s'appelle Block Consulting, qui est spécialisé dans le secteur du sport. Donc, on a beaucoup parlé d'innovation de produits, mais M. Petzal a notamment parlé de l'humain et de l'importance de recruter des personnes. En termes d'innovation, au sein même de vos entreprises, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de métiers ou de nouveaux métiers? Je pense notamment à la marque Veja, qui a créé une école de la réparation. Est-ce que ça, c'est des choses que vous intégrez et que vous développez dans vos cultures? En termes d'innovation, Petzl a monté 2 écoles internes. Une école de la verticalité, où on fait passer 100% de nos salariés sur des cordes, avec différents niveaux, bien entendu. Si vous êtes à la production pure et dure, on va vous faire une journée simplement par an, pour bien se rendre compte que quand vous faites quelque chose pour le client, sa vie est accrochée. Vous voyez, quand vous êtes à 20 mètres de haut et qu'il faut descendre, il y en a personne qui refuse de descendre. Voilà. On se rend compte que tout ça, c'est la notion de conscience. La deuxième école qu'on a montée, c'est l'école du Lean. Tout à l'heure, Jean-Luc a parlé des innovations. Il y en a de partout, y compris dans la production. Et là, on peut faire beaucoup de progrès. À la fin du fin, on doit livrer le meilleur produit, fiable pour le client, le livrer dans le délai et en même temps au meilleur coût. Donc, les systèmes Lean Manufacturing, mais Lean aussi en R&D, Lean aussi en service, etc., nous permettent d'optimiser les choses. Mais pour ça, il faut comprendre les méthodes, il faut apprendre, il faut retourner à l'école, il faut changer aussi nos paradigmes. Le Lean vient du Japon. Il y a 70 ans par Toyota. Vous savez que Toyota est l'entreprise la plus importante au monde. Toujours, depuis qu'ils ont développé et créé le Lean, toutes les entreprises du monde de l'automobile font du Lean. Et c'est toujours eux qui sont en avance et qui ont toujours gardé cette avance. Voilà, donc une école pour changer la culture. C'est une question de culture. Voilà, de l'innovation, pour moi, interne, qui nous fait avancer. Un point dans les... Là, je dirais, c'est l'exemplarité même. Donc, mais un point qu'on cherche à faire au niveau des recrutements, c'est un ratio un peu un tiers. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose de nouveau, c'est d'avoir un tiers de gens qui ont la culture de l'entreprise, un tiers de personnes qui sont du domaine dans lequel vous voulez aller et qui sont un peu des spécialistes de ce domaine-là, et puis un tiers de personnes qui viennent de domaines annexes, qui ne sont pas du tout de ce domaine-là, mais qui peuvent avoir dans les procédés, dans les savoir-faire, dans les pratiques, etc., des familiarités avec ce domaine-là. Et ensuite, ces personnes, c'est de s'assurer qu'ils puissent pratiquer, comme le dit Paul, non seulement le sport dans lequel vous êtes, mais de les amener aussi à pratiquer d'autres domaines. Parce que c'est toujours quand on s'attaque aussi à d'autres domaines que d'autres idées apparaissent. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sort les personnes pendant une semaine. On va avoir un thème donné, je dirais, sur une catégorie de produits donnés. Mais en même temps, on va pratiquer autre chose. On va faire du vélo, on va faire du canoë, on va faire de l'escalade, etc. Et le fait de pratiquer d'autres choses ouvre les états d'esprit. Certains le font naturellement parce qu'ils sont passionnés par ça. Mais toute personne, il faut les stimuler par d'autres choses. Voilà. M'excuse par avance des frustrations que je pourrais générer. Il nous reste un petit peu de temps pour une dernière question. Alors, juste un dernier point. C'est vrai que nous, on est moins organisés. Moi, je n'ai jamais réussi vraiment à mettre ça de façon aussi systématique. Néanmoins, il y a des choses assez basiques qui existent dans beaucoup de nos entreprises, dans beaucoup de nos secteurs. C'est quand on regarde qui pratique et qui développe les produits ou fait partie de nos entreprises.
Aujourd'hui, je suis sûr que si vous regardez, vous posez à l'extérieur, regardez sur la piste cyclable le nombre d'hommes et de femmes qui se baladent en vélo, vous allez avoir quasiment une parité. Si vous regardez l'univers du vélo, Gérard, je ne pense pas qu'on soit à la parité et on en est très 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 loin. Et je pense qu'il y a aussi dans l'innovation le fait de mettre des profils, de faire émerger des profils différents. Alors c'est sûr que dès qu'on est dans l'industrie, c'est un monde très masculin, que ce soit en prod, en R&D, en ingénieur, on a du mal à intégrer des femmes. Et pour autant, vous êtes la moitié de nos clientes. Quand on va dans un magasin de vélo, c'est pas vraiment merchandisé comme un magasin qui parle aux femmes. Alors il y a plein de vélos, c'est technique, c'est par puissance, et finalement ça parle pas vraiment, c'est pas été pensé par des femmes. Voilà, donc je pense que ça en fait partie. Je pense que l'autre élément, moi ça a toujours été dans l'outdoor, je pense un élément important, et je pense qu'aujourd'hui la plupart des entreprises ont bien passé ce cap-là. Je pense qu'il y a un autre cap qui n'est pas encore franchi, qui est celui de la diversité. Je pense que le monde de l'escalade, le monde des sports urbains ont amené aussi d'autres profils de personnes, et que bien souvent on manque de cette diversité dans nos entreprises. C'est quelque chose là il faut qu'on fasse attention, parce que je pense que ça bouge beaucoup plus vite aux États-Unis pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parfois sur des contraintes, mais que l'entre-soi il permet pas toujours d'identifier des tendances ou des envies qui sont en train de se dérouler, de devenir dominantes dans la musique, dans la vidéo, dans la haute couture. Enfin, voilà, donc je pense qu'il faut qu'on se bouge aussi de ce côté-là pour ouvrir nos profils. Un tout petit point sur la diversité en liaison avec ce que disait Olivier. Et Gérard en a parlé tout à l'heure, mais regardez bien ce qui se passe en Chine actuellement. La Chine est de très loin en avance sur tout un tas de domaines, va beaucoup plus vite. Si les marques chinoises de running étaient présentes partout, vous verriez des innovations extrêmement intéressantes. Et ce n'est pas des problématiques de prix. Là, c'est vraiment des aspects de savoir-faire à une vitesse supérieure. Et il y a beaucoup de choses qui existent déjà là-bas et qui vont se déplacer ailleurs. Et il faut qu'on ait en tête que la gravité, je dirais, du monde est en train de pivoter là-bas. Merci messieurs, merci Emmanuel pour l'invitation. J'ai été ravie d'animer cette table ronde aux côtés de personnes influences de l'outdoor comme Olivier, Paul et Jean-Luc. Bon appétit! Merci. Je vous donne rendez-vous à tous à partir de 14h ici pour Outdoor et Territoire, et dans les 2 salles périphériques pour les parcours Sport et Design et Vélo et VAE. Les programmes sont inscrits un peu partout à la sortie des salles. Merci et à tout à l'heure.